Ça va vous dégoûter si vous aimez le Muay, vraiment. Très bien. On va se le dire, je pense qu'en 40 ans de Muay Thai en France, on n'a jamais vu un show de la dimension que ce qu'a fait Arès en France, alors qu'ils sont arrivés il y a moins d'1 an, quoi. D'accord, déjà numéro 1, on va enlever les mains box. J'ai une paire de Et parlons maintenant de l'aspect financier. Arrête, j'attends mon contrat. On va discuter maintenant des points forts et des points faibles des Nakmuay qui entament leur transition vers le MMA. Déjà, très bien, tu vois. J'avance sur un contre, je me rentre un genou, très bien. Ça, c'est des choses qu'on peut garder pour le MMA. Et en fait, là, je tourne avec des mecs qui font que je deviens un enfant, tout simplement. Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en featuring aujourd'hui. D'abord, je remercie Yacine de nous accueillir au MMA Secret Lab. Vous connaissez peut-être la chaîne du même nom. Vous l'avez peut-être découvert en plus sur Karaté Bushido récemment. Je mettrai en haut le lien vers la vidéo. Et on est accompagné de Guillaume Babouin, voilà, un boxeur de haut niveau. Et on va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très présent dans le Muay Thai. Je le regrette un petit peu, mais je suis forcé de le constater. C'est la migration douce, la transition relativement évidente que font beaucoup de Nakmuay vers le MMA. Et donc pourquoi est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'être accompagné par mes deux camarades? Parce que Guillaume, après une carrière relativement conséquente en Muay Thai, il va vous en parler juste après, est en train d'amorcer une transition vers le MMA. Qui se fait notamment avec Yacine, qui va également vous parler de son parcours et qui lui a vraiment cette faculté de faire beaucoup d'analyses techniques et justement d'accompagner éventuellement des boxeurs qui font la transition. On va commencer par notre hôte d'aujourd'hui. Yacine, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, ton parcours et ce que tu fais? Alors merci à toi, déjà aussi merci à la chaîne du Muay Thai d'être venu ici au MMA Secret Lab. J'espère que tu kiffes, j'espère que tu kiffes. Magnifique. Hein, ça fait plaisir de vous accueillir. Moi je me présente, Yacine Wakil, j'ai 35 ans, ceux qui ont pu m'apercevoir sur la chaîne Karaté Bushido récemment ou ma chaîne que je développe aussi, MMA Secret Lab, je suis coach depuis maintenant presque 10 ans, j'ai été combattant aussi en même temps que j'ai été coach, et donc voilà, donc du coup aujourd'hui je travaille à plein temps dans ce métier, et là en ce moment aujourd'hui le sujet qu'on va voir ensemble c'est le sujet de la transition du Muay Thai vers le MMA. Elle est super intéressante parce que il y a Guillaume aujourd'hui, comme tu dis, que j'ai aussi comme élève et qui participe à mes cours d'MMA et que j'accompagne dans sa transition. Mais il y a aussi également beaucoup de personnes aussi qui ont arrêté le Muay ou qui ont, on va dire entre guillemets, une baisse de motivation au Muay et qui sont partis vers le MMA. Et donc j'ai l'habitude en fait d'avoir ce genre d'athlète-là venir. Ça peut être aussi, là on parle du Muay, mais ça a été aussi la lutte et le judo, ceux qui ont fait ce qu'il fallait en lutte, en judo et qui sont partis en transition. Nous en MMA ça nous paraît normal. Mais maintenant c'est vrai que le Muay Thai là, est en train de connaître une vague entre le ONE FC à l'international, entre le Arès ici en France. On est en train de voir plusieurs Nakmuay venir faire leur, comme tu dis, migration douce vers le Muay Thai, vers le MMA pardon. Et ça c'est super intéressant parce qu'on va en débriefer, on va voir les pour, les contre, pourquoi ils le font, on va essayer un petit peu spéculer, on va faire une petite analyse ensemble. Mais avant ça, franchement ça me fait super plaisir de pouvoir faire justement cette chose là avec vous. Et Guillaume, je te laisse te présenter. Alors Guillaume Babouin, le cobaye d'aujourd'hui de mes deux camarades. Moi je suis donc boxeur, boxe thaï pendant une dizaine d'années, avec une longue carrière amateur où j'avais pu gagner les championnats du monde, championnats d'Europe, participer en équipe de France et une carrière chez les professionnels, donc avec Rodrigo Alamos que vous connaissez pour la plupart. Et j'avais donc finalement en 2019 pu gagner les championnats d'Europe WBC. Donc j'étais champion d'Europe en titre jusqu'à récemment, étant donné que suite à ce titre et suite au Covid et suite à beaucoup d'autres choses qu'on verra dans la vidéo, je me suis tourné vers le MMA. Donc je suis en pleine transition en ce moment, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Alors, je vous propose maintenant d'interroger Guillaume sur ses motivations. Toi, Guillaume, qu'est-ce qui t'as fait quand même une carrière assez conséquente en Muay Thai, avec un certain, tu t'es accompli dans ta carrière en Muay Thai, tu as été assez loin. Qu'est-ce qui fait que maintenant tu souhaites te tourner vers le MMA? Est-ce que c'est des considérations purement pugilistiques pour voilà, agrandir ton savoir? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus financier? On peut en parler éventuellement. Bien sûr, il faut en parler. Comment est-ce que tu te positionnes? Alors, personnellement, moi, j'ai toujours été intéressé par le MMA. Déjà,
il y a 6-7 ans, j'avais commencé à faire du sol, à faire un peu de lutte. Malheureusement, je m'étais fait une blessure qui avait dû me couper du MMA et donc j'ai été focus vraiment sur ma carrière de boxe thaï. Donc j'ai pu accomplir ce que je voulais et puis finalement ma blessure, donc qui était un croisé, hein, c'était partiellement rompu il y a 6-7 ans. Les croisés, tu connais? Je connais exactement et elle s'est finalement rompue donc en sortie de Covid. Je me suis fait opérer, j'ai eu ma rééducation et en fait à la fin de cette rééducation, Il faut repartir, quoi. Il faut reprendre un truc. Je me suis dit, Yacine donnait des cours aussi sur Paris et il m'avait invité tout simplement à venir à un de ses cours et donc j'y suis allé en pur loisir et ça m'a ravivé le petit truc de il y a d'autres trucs à apprendre quand même dans le sens du combat au combat plus pur, plus complet, dans le sens où moi j'ai fait plus de 15 ans, 20 ans peut-être d'arts martiaux dans la vie, en commençant par le karaté, en arrivant par la boxe thaï. Et en fait là je tourne avec des mecs qui font que je deviens un enfant tout simplement parce que moi je commence à m'exprimer en pied-point, je fais mon petit truc, bon je le touche 3 fois, je le tue large. Et puis en fait je prends un takedown. Et après il se passe plus rien. Et puis il se passe plus rien. Et je ne suis personne. Donc il y a ce petit côté là où je me suis dit. Ça t'a piqué un peu. T'as quelque chose à refaire. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose que je dois continuer, pas à refaire, à continuer. Dans le sens où il me manque ce petit truc en plus qui fait que non, dans le combat au sens pur, je ne connais qu'une partie du combat. Parce que je connais pas tout cet aspect lutte et tout cet aspect sol qu'il y a derrière. Et du coup ça m'a un peu piqué et j'ai commencé à kiffer. Je me suis dit attends, faut que j'aille là-bas. J'ai commencé à faire un peu de lutte, commencé à faire un peu de sol. J'ai commencé à faire du MMA, parce que la lutte c'est bien beau, le sol c'est bien beau, mais il faut bien tout regrouper, parce que le MMA est un sport à part entière à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai pris du plaisir. Et je me suis dit, ça, je pense que c'est la suite. Alors, ça c'est le plus gros aspect évidemment, mais parlons maintenant de l'aspect financier dont tu parlais, ou du professionnalisme, tout simplement, parce que c'est pas seulement l'aspect financier. C'est vrai qu'en Muay Thai, on est sur un schéma où c'est pas fait pour être sportif de haut niveau, être boxeur, boxe thaï, mis à part si on est dans une grosse organisation. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une, je pense, dans le monde, c'est le One. Voilà. Qui a changé les règles un peu du Muay, parce que le Muay se fait avec les petits gants pour donner du spectacle plus attractif. Plus attractif, plus dans le show, pas cette musique aussi. Et dans la cage. Et dans la cage. Des fois, tu as des sur ring, mais beaucoup sur la cage. Ouais, totalement. Ça a attiré les gens. Les petits gants, c'est autre chose, quoi. Ouais. Donc, mis à part cette organisation qui vraiment fait les choses de manière très professionnelle, aujourd'hui, il est très difficile de trouver, je pense, une organisation pro en Muay Thai. Bon, on va en reparler, mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un attrait de ce que ça peut apporter par rapport au Muay Thai en termes de visibilité et d'opportunité, quoi. Ouais, et alors, je parle pas forcément dans mon cas, mais c'est vrai que les boxeurs, de manière générale, ont besoin de cette visibilité médiatique qu'aujourd'hui on retrouve moins en Muay Thai depuis aussi le Covid. Bien sûr, bien Parce sûr. qu'il y a eu ce Covid qui a cassé un peu tout ce qui était gala de Muay Thai. Et comme tu le disais d'ailleurs Yass tout à l'heure, ça a profité aux grandes organisations comme l'UFC, comme le One. Continue à organiser, le One continue à organiser, même sans reste public, avec plus, du pay-per-view, tu étais dans ton canapé, tu pouvais voir des athlètes continuer à performer, prendre des ceintures. Etc. Et malgré que les restrictions, il y en avait beaucoup dans plein de pays, du coup les pros ne pouvaient pas se préparer par exemple aux États-Unis où c'était compliqué, visa, etc., vaccin, pas vaccin, etc. Ils ont même changé de pays. L'UFC a fait l'effort d'aller à Abu Dhabi pour justement pouvoir organiser là-bas. Donc il y a une preuve de vouloir continuer malgré ça. Et la capacité à pouvoir le faire aussi. Voilà, il y a la capacité, il y a la volonté. Ouais, la capacité financière c'est numéro 1. Après il y a la volonté. J'ai l'impression qu'ils veulent montrer que c'est le MMA. Alors que le Muay Thai a dû malheureusement s'adapter à part le One qui a pu organiser, mais le Muay en général, par exemple en Thaïlande, le circuit était stoppé. Donc ils ont dû se plier en fait au règlement. Et pas organiser sans public, etc. Où ça s'est fait un peu après, mais pendant vraiment cette période de pandémie d'1 an, il a été très rare de voir des combats de Muay, quoi. Et aussi, tu parlais là du MMA, qui est reconnu depuis des années, mais c'est vrai que c'est un sujet qui arrive avec les boxeurs français parce que le MMA était légalisé en France et qui est beaucoup plus simple de trouver des combats MMA aujourd'hui qu'il y a encore 2-3 ans. Ouais, c'est un point essentiel. Et du coup, toi, Yass, pour revenir à toi, tu accompagnes plusieurs boxeurs dans leur transition, et pas que boxeurs, c'est ce que tu disais, des judokas, etc.
tu ressens quoi comme motivation particulière pour la transition MMA? Est-ce que c'est plutôt des aspects financiers? Est-ce que c'est plutôt des aspects de volonté, pugilistique comme disait Guillaume? C'est quoi le moteur en gros? Moi, le moteur, c'est déjà c'est un aspect technique. Ça veut dire, moi tu vois, on me surnomme le scientifique, et moi j'aime bien ce surnom, d'ailleurs c'est un mec du Mouet qui me l'a donné, et c'est exactement ça, ça colle bien à ma personnalité. C'est-à-dire moi je vais me donner le défi de pouvoir avoir un Akmoué, comme Guillaume, de pouvoir avoir un judoka qui a fait ses classes internationales, nationales, pouvoir avoir un lutteur et de lui faire comprendre le MMA. Donc lui faire comprendre qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, sans lui enlever cette partie-là. Je ne peux pas dire à Guillaume, par exemple, hey, oublie le Muay Thai, c'est fini, là maintenant il va falloir que tu fasses que des cours de jiu-jitsu brésilien, que du sol, que de la lutte, etc. Et après ta boxe, elle ressortira. Non, là, il a la capacité, justement, strikingment parlant, d'avoir un champ plus large. Tu sais, là maintenant, il peut s'amuser, Guillaume. Il peut bouger plus, il peut feinter, il peut avoir les mains basses. C'est moins contraignant que le Muay, où il y a vraiment des règles. Tu vois, quand tu es trop collé, l'arbitre, yacht, il sépare. Nous, t'es collé, ça continue. Donc tu peux encore avoir un truc qui se passe. C'est là que ça va être intéressant parce que tu vas pouvoir utiliser le clinch du Muay, tu vas pouvoir lui donner le clinch de la lutte. Ce qui était peut-être vicieux en Muay Thai, on va pouvoir le rajouter en lutte. Tu sais, par exemple, les balayages, des fois on va avoir des balayages au niveau du buste qui ressemblent à de la gréco-romaine, où les mecs ils arrachent un peu. Moi je vois ça de mon œil à moi qui n'est pas un grand spécialiste du Muay Thai, je vois ça comme un arraché de gréco. Et je me dis, ah t'as vu, en fait les arrachés de gréco c'est un vice. Pourquoi? Et là tu vois, il y a cette limite-là, elle n'existe plus en MMA. Bien sûr. Et donc du coup, moi ça me fait comment dire, c'est un défi supplémentaire et c'est naturel. C'est naturel, c'est-à-dire que moi je m'épanouis en tant que coach et j'en ai besoin aussi d'avoir des gens comme Guillaume, comme peu importe les gens qui viennent à moi pour pouvoir s'affirmer en MMA ou commencer. Moi ça va être un défi. Après bien entendu il y a un temps. Il y a un temps, faut faire comprendre aux gens qu'il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de compréhension, mais que c'est favorable à son expansion. Parce que c'est comme le Muay. Demain, moi, j'arrive en Muay. Ouais, j'en ai fait un peu parce que j'en fais, notamment avec Rodrigo, j'en fais pour justement avoir les armes potentielles pour le MMA. Mais maintenant, si demain, je me dis, je vais faire un combat de Muay dans les règles du Muay, tu me verras peut-être pendant 6-8 mois m'entraîner qu'en Muay. Parce que j'ai pas envie de rater le coche et j'ai pas envie de... Et je vais être patient. Parce que je sais que je vais avoir peut-être mes vieux réflexes de MMA. 3 minutes, ça va vite. 5 x 3, comment je vais réagir quand je vais être knock, je vais être compté. Nous, on n'a pas ça. Nous, l'arbitre, il arrête, il n'y a pas de knockdown. Si tu reviens de tape avec un knockdown, c'est autre chose. Donc, les règles sont différentes. L'aspect du ring, moi, j'ai déjà combattu en MMA en ring, donc j'ai déjà combattu entre les cordes et dans le grillage. C'est deux choses complètement différentes, la surface, l'espace. Et c'est tout cet écosystème, cette analyse-là, que tu vas pouvoir en fait transférer à n'importe quel athlète qui vient d'un sport différent du MMA pour pouvoir lui expliquer. Et en fait, le fait que ça soit libre et abordé, je pense, de cette façon, c'est ce qui a plu à Guillaume aussi. Je pense parce que Guillaume, il sait que voilà, la lutte, ça va être dur. Si je le mets dans un cours de lutte avec des lutteurs, ça va être dur. Si je le mets dans un cours de sol avec des ceintures noires, ça va être dur. Mais c'est pas ça le MMA. C'est une partie dont il aura besoin dans le MMA. Ça se trouve, il passera peut-être pas un round au sol, mais quand il passera 7 minutes ou ces 30 secondes là au sol, on verra que Guillaume, il a les armes nécessaires et il a compris ce qu'il faut faire pour pouvoir amener le combat debout, par exemple un scramble, ou pour pouvoir par exemple renverser, apprendre un ou deux renversements. Et ça se voit, hein, tu sais, au niveau du MMA, il y en a plein qui ont fait leur transition, notamment les lutteurs à l'époque, Randy Couture, etc., qui étaient des gros lutteurs olympiques, qui ont pu être champions. T'as Georges Saint-Pierre, il venait du karaté, enfin, tous ces sports-là, qui sont propres en fait à une discipline même, une discipline martiale ou une discipline de sport de combat. Et après, ils ont étudié le schéma MMA. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, justement, dans la pratique du MMA, c'est que j'ai pu mixer ma boxe taille avec les déplacements que j'avais du karaté de quand j'étais plus petit. Et ce mix-là donne une boxe qui n'a rien à voir avec ma boxe en boxe taille, qui n'a rien à voir avec du pied-point de karaté, mais qui est vraiment un striking adapté au MMA, avec des changements de niveau, des feintes. J'aime beaucoup feinter. C'est vrai que dans le MMA, moi, c'est un plaisir. Parce que en fait, les feintes sont beaucoup plus... Enfin, il y a un panel beaucoup plus large de feintes, beaucoup plus... Le panel est beaucoup plus large dans le combat de manière générale. En fait, donc, ce que vous expliquez tous les deux, c'est qu'un des intérêts, c'est que tu arrives avec tes points forts, entre guillemets, et ensuite, toi, tu vas accompagner les boxeurs dans leur recherche d'aller piocher les éléments nécessaires. Et ensuite, chacun va un peu se faire sa sauce, sa tambouille pour se construire et avoir les armes nécessaires pour tenir dans une cage. Pour moi, la première distinction à avoir, c'est la compréhension du MMA.
Ça veut dire déjà, il faut comprendre. Moi, souvent, je C'est parle. intéressant ce que tu dis. Je parle de C'est gestion le d'espace. scientifique, c'est le scientifique qui parle et c'est intéressant de ne pas voir ça comme un truc de bourrin, on y va, on se cogne, au contraire, c'est beaucoup Non. plus complexe quoi. Je compare souvent ça à la guerre. Hein. Je suis pas du tout dans l'armée, ni militaire, ni de la famille dans l'armée. Mais en fait, c'est gestion de l'espace. Le terrain, quand tu vas faire ta guerre dans le sable, c'est pas la même chose que quand dans le milieu urbain. Bah là, ça va être pareil. Tu vois, on va passer d'un ring à une cage. On va passer d'une surface peut-être 3-4 fois plus grande en termes d'espace qu'un ring, tu vois, professionnel. Et en fait, déjà, par exemple, moi, je parle beaucoup de gestion de l'espace. Et tu te souviens, quand t'es arrivé, on avait fait un thème. C'était comment préparer son takedown et c'était lié complètement à la gestion de l'espace. Parce qu'on n'avait pas beaucoup justement. On n'avait pas beaucoup d'espace et le but c'était qu'ils comprennent en fait qu'il peut se faire takedown, pas parce que le mec est meilleur en lutte, mais parce que le mec a petit à petit mangé l'espace. Tu vois, petit à petit commencé à continuer, il l'a pas forcément touché. C'est dépassé. Voilà, parce que toi tu l'es touché, il est touché en high kick, il est contré, ça, mais si tu veux, nous, comme on a une gestion de l'espace et on sait où on veut aller, à la différence du Muay où ça va être des règles qui sont codifiées, là des règles plus libres, tu vas pouvoir amener ton takedown. Et une fois que tu as amené ton takedown, ton but à toi c'est de faire ce que tu as En fait, ce que tu expliques, c'est que le cadrage du Muay Thai, il est beaucoup plus complet et complexe en MMA parce que tu as plusieurs niveaux, tu as un espace plus grand, etc. Exactement, c'est tout à fait ça. Après, numéro 2, tu vas voir le paramétrage technique, et le paramétrage technique, c'est de la planification, c'est des cours aussi. C'est-à-dire que moi, je travaille par thème sur un mois. Ça veut dire que pendant un mois, on se prend la tête sur une thématique. Et cette thématique-là, il faut qu'on la voit en long, en large, en travers, avec le plus de partenaires possible, avec le plus de sparring à thème, avec le plus de travail. Parce que si tu comprends ça, tu peux passer à un next step. Tu vois, je dis pas qu'en un mois, je suis pas magicien. En un mois, si tu viens, tu peux ne pas piger, mais pendant un mois, tu as travaillé comme il fallait sur ce thème-là. Après, c'est un travail de fond, hein, tu sais. Moi, je donne que 3 heures par semaine de MMA, donc pendant le cours, ça va vite. L'échauffement, il faut pas perdre de temps, il faut faire un échauffement spécifique, il faut partir directement sur une explication pas très longue, ni non plus trop courte, et après, derrière, application. Et ce que je fais, c'est de leur donner un instinct de combattant. C'est-à-dire, je veux que, voilà, instinctivement, il ait compris ce que c'est le cadrage de MMA, je veux qu'instinctivement, il sache ce que c'est de se relever, et tu le fais beaucoup mieux maintenant. Et en fait, j'ai pas 1000 explications à te donner. La seule explication que j'ai à te donner, c'est de tendre le bras, c'est de sortir tes fesses, d'être tranquille. C'est de ne pas accepter le sol. Voilà. Quelque chose c'est toi qui décides. On aurait pensé, moi la première fois quand je suis venu, le mec m'emmène au sol, bah, j'ai pensé travail de sol. Ouais. Et tu m'as dit non, tu viens pas du sol Guillaume, il faut te relever. Ouais. Ah bah ouais, tout simplement, juste cette petite chose, le fait de comprendre cela, bah ça change ton combat. Ouais. Parce que le but n'est de ne pas aller au sol pour un mec comme moi. Pour un mec du sol, voilà, exactement. Chacun sa manière de combattre. Et aussi, je vais rebondir sur ce que tu dis. On va pas perdre notre temps parce qu'on va pas faire 10 ans de sol. Mon but, c'est pas qu'il soit black belt de JJB. Regarde, on l'a vu. On a vu Adesanya, que t'aimes bien. On va combattre, tu vois, des black belts. Et qu'est-ce qu'il a dit derrière? Il est venu avec sa ceinture blanche. L'autre, il s'amuse avec. On a vu la conférence de presse. Mais tu vois, c'est ça le MMA. C'est que c'est pas parce que t'es champion. Et il l'aurait battu en JJB. Voilà. Mais il faisait du MMA. Ils sont même pas allés au sol une seule fois. C'est pas le même défense sport. de lutte. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le fight entre Rodtang et Dimitrius Johnson là qu'on a eu? Ouais. Au premier round, on avait un Rodtang vraiment extrêmement dominant. Limite, moi personnellement, ça m'a un peu surpris à quel point il a été au-dessus. Je pensais que Johnson aurait quand même un peu plus à proposer. Et par contre, dès le début du deuxième round, on savait que c'était la panique pour. C'est super intéressant ce combat justement pour. Et moi, j'ai repéré 2 choses. J'ai repéré Rodtang sur le round 2 Muay Kang, et j'ai repéré Rodtang sur le deuxième un peu plus tranquille. Tranquille, À à reculer. en attente du sprawl, en attente de ça. Voilà, tu vois, c'est pour ça que c'est moins sprawl et du snap contre, pour ouais. pouvoir les rentrer et du contre. Et d'ailleurs, regarde ce qui s'est passé. Il est passé sous un crochet. Il est passé sous un crochet de Rodtang, et ça encore, c'est une stratégie du MMA, c'est le timing takedown. Il est descendu en dessous d'un coup dur qui a fait que, voilà, une fois que tu es en train d'engager un crochet dans le dur, tu n'es plus disponible pour défendre. C'est très dur. C'est très très dur. Même un lutteur qui te met un crochet, si tu descends dans les jambes, c'est dur de défendre. Et Rodtang est devenu un enfant. Voilà, c'est ce que je reviens sur cet aspect-là, c'est que Rodtang, qui est un tueur à gages debout, est devenu un enfant. Ouais. Donc avec Dimitrius Johnson qui a fait ce qu'il voulait. Est-ce que c'est peut-être une étincelle pour lui pour se dire oh bah maintenant il faut que je complète mon bagage comme ça a été pour toi? Peut-être. Après, Rodtang, il y a un autre aspect quand même. C'est que Rodtang, il y a un aspect financier à prendre en compte aussi. C'est que c'est le champion du One. Aujourd'hui, il combat pas seulement pour combattre ou pas seulement pour le kiff d'aller combattre, mais parce que c'est son métier. Et, c'est notre génération de Black Muay. Ouais. Est-ce qu'il aurait intérêt à aller au MMA?
sachant qu'aujourd'hui, C'est le patron en c'est le mouais. patron en mouais et qui prend ce qu'il prend, je sais pas. Alors, comme on est un peu sur les aspects financiers, je vous propose d'aller là-dedans avant de parler des points forts et des points faibles du Muay Thai pour une transition vers le MMA. Moi, à titre personnel, je suis impressionné par le développement du MMA en France. On parlait tout à l'heure des événements Ares. On va se le dire, je pense qu'en 40 ans de Muay Thai en France, on n'a jamais vu un show de la dimension que ce qu'a fait Ares en France, alors qu'ils sont arrivés il y a moins d'1 an, quoi. Donc le MMA est arrivé et est en train de tout balayer, quoi. Enfin, c'est à la fois très bien pour le MMA, je suis très content pour Pour le voilà. Muay et même pour le MMA. Pour le MMA, je suis pas sûr que ça soit si bien parce que Pour le mois, tu veux dire. pour le Muay, c'est pas si bien. Oui, oui. Pour le MMA, évidemment, c'est impressionnant et c'est satisfaisant. Mais du coup, est-ce que ça va encore plus pousser les Nakmuay à aller vers des shows comme ça? Parce qu'il faut se le dire, quand tu as un niveau, même comme le tien, Guillaume, en Muay Thai, sur des combats, tu vas pas prendre des primes tellement importantes par rapport à l'engagement que c'est. La vérité, bien sûr. Donc, enfin, je sais pas, ma vision pour un classe A, ça va se passer entre quoi? À partir de 1000 euros pour un classe A, 800 000 Un euros. classe A, il va prendre entre 800 euros, on va dire. Pour un classe A débutant, Et, C'est bien de donner les prix, Non, mais parce que il nous, faut on ne connaît donner pas. les prix, bien sûr. Nous, on ne connaît pas et ça Un va classe A, il va intéresser prendre justement entre. Je le dis tout Alors, le je temps. prends pas le top niveau mondial, ok? Mais un classe A en France va prendre entre 800 euros et 4000 euros, c'est très très bien. Ouais. C'est très très bien. 4000, c'est vraiment le top, C'est le top du top pour les meilleurs classes A qu'on a. Exactement. Donc, et la moyenne, ça va plutôt être 1500, je pense. Oui, la 1500, moyenne est entre quoi. 1000 et 2000 euros. Donc, du coup, on est sur un engagement physique qui est extrêmement important. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un dévouement complet à sa discipline. Pour à la fin, une reconnaissance qui est quand même extrêmement limitée, qu'elle soit au niveau financier ou qu'elle soit au niveau reconnaissance du grand public, tout simplement. C'est inexistant et on va se le dire, tu n'es pas traité comme un athlète de très haut niveau. Il n'y a pas vraiment de prestige derrière Bien ça. sûr. C'est toi et ta galère. Tu peux être classe A, tu vas être dans ta difficulté pour aller mener le combat et survivre, quoi, tout simplement. Totalement. Et ça, on en reviendra aussi après. C'est aux médias, dû aux médias. Ouais, bien sûr, bien sûr. Autour du sport. Et là, du coup, arrive le MMA, en France légalisé depuis même pas 1 an, je sais plus quand c'était, mais dans ces eaux-là. Ouais. Et là, On en dit. le ARES, grosse couverture médiatique, Couverture médiatique. des grosses primes aussi, on peut le dire. Hein, Ouais, ils le disent, ils communiquent dessus. Bien sûr. Et On voit des intéressant. posts où il y a écrit combat de la soirée, 10K. Communique sur les bonus. Ouais, on Ouais. voit aussi, Le bonus à 10 000 des euros, là. stories, voilà, voter pour le combat de la soirée sur Twitter, etc. Donc un engagement en fait à donner envie au public de décider qui mérite les 10K. Ça aussi, tu sais, c'est une stratégie commerciale et c'est très intéressant de dire au public, c'est toi qui vas décider combien tu vas donner au mec. Donc en gros, il faut que tu sois engagé dans cet orga, il faut que tu suives cet orga, il faut que tu regardes le fight pour dire lui mérite les 10K, lui mérite le bonus. Donc c'est quelque chose que le Muay n'a pas fait. Bien sûr. Et c'est le format américain, le schéma Ils se sont de inspirés l'organisation directement, américaine. bien sûr. Tout le show, toutes les lumières, toutes les UFC Pass. le média fait autour, Pass, UFC Fight Pass, double tout est fait langage. T'as à le français et l'américaine. anglais, t'as les commentateurs français, t'as les commentateurs anglophones, t'as le speaker qui parle pas en français, ça aussi. Les gens n'ont pas remarqué, moi je l'ai vu tout de suite. Le Incroyable. speaker, il parle en anglais, il annonce On the red corner. Exactement. Il annonce tout Ouais, en anglais, c'est le vrai. poids, le club, le gym, etc. Voilà, exactement. Donc tu vois, déjà, directement, ça monte, ouais, on est sur un truc international. On est en France, mais nous, ce qu'on vit, c'est le monde. Ça monte la sauce tout de suite, quoi. Ouais. Donc là où par exemple le Muay, je dirais, on est en France, on est du Muay, on veut savoir qui est plus fort en France pour montrer qui est le Nakmuay plus fort, ou quel club est plus fort aussi, parce qu'il y avait souvent, je sais, cette rivalité entre les écoles. Moi, quand je suis arrivé dans le Muay pour m'entraîner, j'entendais team truc, je disais, mais c'est que ça, tu vois. comprenais pas, ouais. Nous, on n'avait pas ça, nous, c'était, vas-y, on fight, et voilà, déjà, c'était un combat, merci, tu vois. Mais, et cette rivalité-là, bon, voilà, tu vois, elle est pas... Tu sais, voilà, elle existe, elle est aussi propre à la France, tu vois, parce que même en MMA, des fois, tu as des gyms, ouais, tel gym. Mais sinon, MMA, non, tu vois, on est plus sur le je vais rencontrer tel mec. C'est pas tel mec de tel gym, je vais rencontrer tel mec. Donc voilà, il a tel record, tout ça. Il y a aussi le record, tu vois, Sherdog, d'apologie. Le record qui te donne une validation en fait sur internet. C'est écrit comment tu as gagné, le jour où tu as combattu, qui tu as combattu, quelle organisation. Ça montre vraiment un truc aussi que j'ai pas trouvé moi dans Mais il y a le ça, ce que je voulais dire, c'est qu'en Muay Thai, il n'y a pas de suivi à propos de chaque combattant et il n'y a pas de possibilité de voir un passé du combattant, mis à part quelques vidéos YouTube, quelques interviews.
Alors je voudrais quand même tempérer un peu ça parce qu'il y a quand même Muay Thai TV qui a fait un travail excellent, exceptionnel, il faut vraiment le dire. Où sur Muay Thai TV, tu as quand même pour la majorité des boxeurs pros une visibilité assez importante sur leur carrière, leur victoire, leur défaite, la vidéo quand elle est disponible. Moi j'avais vu pour un boxeur à l'époque, j'étais tombé dessus et c'était à peu près comme Charles. Non, c'est vrai, ça s'est fait. C'est assez récent. 4 ans. Il y a 4 ans. Ouais. C'est assez récent. Et là, il faut quand même, oui, ils ont fait un travail monstrueux là-dessus et ils ont amené un petit peu quelque chose. Après, je pense que ce qu'on peut regretter, c'est que mais quand je parle des records, je parle pas forcément juste des records, je parle d'un classement. Tu vois, sur Charles, t'as vraiment un classement mondial, européen, par continent. Fight Matrix. C'est que la limite de ce qu'a fait Muay Thai TV, j'allais le dire, c'est que c'est pas une fédé derrière qui du coup peut faire un classement. Tu vois. Et donc du coup, effectivement, je pense qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance des champions, de savoir qu'on a du mal à savoir qui est ceinture. Enfin, les ceintures, on sait que ça peut bouger assez rapidement. Parfois, les champions les défendent pas. Du coup, oui, là-dessus, on a déjà parlé sur la chaîne. On a du mal à faire reconnaître nos champions comme étant les vrais champions. Et d'ailleurs, tu vois, la ceinture WC qui est une des plus reconnues en Muay Thai, il y a beaucoup de boxeurs qui n'ont jamais défendu leur ceinture après un an et qu'on a remis sur le marché tout simplement avec deux autres boxeurs. Et mine de rien, je pense que ça porte préjudice au Muay Thai parce que du coup, les gens n'ont pas ce suivi ou ne comprennent pas en fait tout simplement pourquoi c'était lui le champion. Maintenant, il y a deux qui s'affrontent. On n'a pas ce suivi qu'on pourrait avoir en MMA dans le monde. Et alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, là, que Arès, premier événement, il fasse un truc énorme et qu'au Muay Thai, on n'a jamais su faire ça? Je laisse Yacine. Pour moi, c'est préparation en avance, travail, connaissance du terrain. T'as des spécialistes. T'as des spécialistes du MMA. C'est des gens qui sont aussi ceux qui gèrent Arès. C'est des gens aussi qui sont dans la MMA depuis longtemps. C'est pas des débutants, c'est pas des gens qui sont là depuis 10 jours ou 15 jours. Ils ont la finance, je pense aussi également la finance, le média, UFC TV. Ils ont investi. En fait, ils ont tapé gros dès le départ pour que dès le départ, en fait, on les voit et c'est ce qui se passe. On en parle, on les voit et ils prévoient plein d'événements. Ils sont déjà sur les prochaines cartes. Déjà les ceintures, les chocs franco-français, c'est des chocs nous en MMA. À l'époque où nous, on va dire en MMA, c'était plus la France comme ça n'existait pas en France. C'était France versus reste du monde, donc on se soutenait entre nous. Là où maintenant, il faut qu'on voit qui est le plus fort. Avant d'aller à l'international, il faut que maintenant, même ceux qui ont fait de l'international et qui sont à Arès, c'est le cas de beaucoup de combattants qui ont fait beaucoup de trucs, il y a même Taylor Lapillus qui a combattu à l'UFC et qui maintenant est à Arès, il faut quand même qu'il montre qui il est en France. Parce que voilà, il est en France, on lui a donné un étranger là récemment, mais on peut lui donner un Français. Je pense que son frère, j'avais vu qu'il voulait se fight contre Amin Ayoub, que ça devait se faire, etc. Tu vois, moi, je connais les deux, et moi je me dis, ah ouais, les deux ils vont se taper, tu vois, c'est intéressant. Alors qu'avant c'était plus, ah ouais, lui il va combattre, donc on va lui donner la force, tel Français va combattre, on va lui donner la force. C'était plus la France versus le reste du monde, là c'est French versus French, et ça c'est quelque chose que même moi, tu vois, j'ai envie de voir, Mais qui tourne quand même à l'international, parce qu'on voit beaucoup à Arès un Français contre un mec international. Il faut prendre de tout, de toute façon. Il faut faire le même modèle. On ne peut pas faire une carte 100% française. Il faut faire le même modèle que les autres. Il faut qu'il y ait des Brésiliens, il faut qu'il y ait des internationaux pour aussi mettre des styles différents et des écoles différentes en avant pour pouvoir voir. Et des fois, ça donne des faire connaître des beaux combats à l'international. Bien sûr, ça donne des beaux combats, des beaux défis. Et de toute façon, de toute manière, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, fédéralement parlant, tu peux faire un truc en France, mais par exemple sur un truc privé comme Arès, tu te dois de mettre des étrangers parce qu'il faut mettre un peu d'exotisme, il faut aussi mettre des bons étrangers, des étrangers qui sont bons, des UFC vétérans, enfin des choses comme ça se trouve. Après ça c'est le travail du matchmaker, mais ça se trouve, ça se fait et ça attire les gens. Et moi pour moi vraiment, le professionnalisme numéro 1, tu peux pas dénigrer le fait que c'est professionnel, c'est méticuleux. C'est placé de façon méticuleuse. Et c'est ce qui fait que c'est placé de façon méticuleuse pour quelqu'un comme moi, qui est coach et qui voit ça de derrière, qui voit comment c'est mis en avant pour les combattants et tout, non seulement les bourses, mais la mise en avant. Par exemple, voilà, ils vont faire des reportages dans le club, ils vont faire des reportages sur la façon de s'entraîner. Ça veut dire le fighter avec son coach, tu vas interroger le coach, oui, le training camp, si ça. Donc tu vas donner la parole en fait au camp, tu vas participer au training camp. Et derrière, en plus de ça, pour les gens, pour monsieur, madame, tout le monde, MMA, ça y est. Là, je te le dis, je vous le dis, et retenez bien celui. Bientôt, on verra des footballeurs assis sur Arès.
peut-être Benzema, C'est sûr. Mbappé, Sûr, pardon, ça. en train de regarder un fight, et comme ce qu'on voyait les Georges Clooney, les mecs comme ça à l'UFC, après un KO, waouh et tout, après la caméra passait, Georges Clooney, c'est hype. ouais voilà, et Shaquille O'Neal qui venait, tu vois, des trucs comme ça, tu verras, c'est juste Ça va arriver, step by step, parce que pour l'instant, voilà, on est encore dans la pandémie, on ne sait pas encore, c'est un peu flou, etc., en espérant que ça se termine vraiment, mais tu vas voir une fois que c'est open bar, mais tu verras. C'est sûr que tu vas amener des internationaux venir. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura des internationaux footeux, des internationaux tennisman, etc. Quelqu'un sera à Paris. Paris, c'est le centre du monde, comme on dit. Je sais pas, tu es dans la Fashion Week, tu as un gros couturier qui a envie de regarder. Ouais, tu vas voir, on va le mettre en avant. Le gros couturier, il est venu à Arès regarder sur le show. Il suffit de voir ça. Et même là, regarde, le Bellator, il va avoir lieu bientôt. Le Bellator à Paris. Ouais, c'est samedi prochain. Ouais, voilà, samedi prochain. Vendredi prochain. Vendredi prochain, tu vas voir. Pareil, ça aussi, ça va attirer du monde. Maintenant qu'on donne des cartes comme ça, j'ai l'impression que ça démocratise beaucoup le show. Puis les gens, ils ont envie de voir ça. Hein. Tu sais, le MMA, j'ai l'impression que ça attire plus de gens parce que c'est un peu plus hollywoodien. Mais ça, c'est dans la vente, c'est dans la vente de la structure, dans la manière de travailler. Tu pourrais faire pareil en Muay Thai. Tu pourrais faire, une organisation, tu aurais pu faire un truc pareil en Muay Thai avec le même professionnalisme, les mêmes préparations, la même, tu vois, amener un show incroyable, mettre ça en avant, et ça aurait pu être fait. Je pense que. Est-ce que vous pensez que le fait que le MMA soit arrivé à la FFB plutôt qu'à la FFK-MDA, ils aient pu profiter d'un encadrement professionnel et du coup ils ont pu monter une structure pro directe? Est-ce que vous pensez que on a été directement dans un truc professionnel et que ça a été facilitateur pour l'arrivée du MMA et des événements comme Arès? Personnellement, alors la FFB, déjà ils ont la boxe pro. C'est ça. Ils ont la boxe pro, ils ont tous les tests médicaux, etc. Et pour avoir aussi passé les formations avec la FFB pour valider en MMA et toutes ces choses-là, c'est carré, c'est vraiment très carré. Ça veut dire que tu sens qu'il y a eu quelque chose, on a dit voilà, nous on va prendre le MMA, mais on va en faire quelque chose de bien. Et là aujourd'hui, tu le vois fédéralement parlant, regarde, je vais vous donner même un exemple et tu vas voir, ça va vous dégoûter si vous aimez le mot. Et vraiment, nous, on a les coudes. Vous avez des coups de gère. Vous avez des coups de gère. C'est ce que je Est-ce que tu imagines que moi je paye une place, je sais pas, j'ai un gala de Muay Thai, vas-y 50 € pour être bien au ring et tout, et je vois des mecs avec des coups de gère toute la soirée. Toute la soirée. 50 € déjà, c'est sur les. Toute la soirée. Et là, je vais voir un gala de MMA où t'as un mec, il a pas de coup de gère. Et t'as l'impression que ça fait plus, déjà, ça fait plus plus gladiateur, plus, ouais, le mec il a juste ses petits gants, se protège dans et il y va. C'est pro. Voilà. C'est pro. Et tu vois, rien que ça, pourquoi, enfin je sais pas, moi après j'y connais rien, mais pourquoi la Fédé n'a pas sauté ça? Alors que même on est arrivé, on est venu tout à l'heure, on est venu il y a pas longtemps, on est arrivé les derniers, et on arrive et nous on nous dit ouais, les pros, c'est les coudes debout et au sol, les mêmes règles que l'UFC, règles internationales. Je vais tenter d'y répondre, mais j'ai essayé d'échanger avec différents cadres de la fédération et des anciens du Muay Thai en France pour comprendre pourquoi est-ce que on avait toujours ces coups de guerre là. Ce qu'il faut savoir, c'est que de ma compréhension, ça engage que moi mes propos, c'est que en fait la fédération, dans une époque où ils cherchaient à avoir un agrément de l'État et essayer de développer le Muay Thai, c'est les fédérations eux-mêmes qui ont dit on va mettre nous des coups de guerre à nos athlètes pour les préserver parce que le Muay Thai c'est pas ce que vous pensez, c'est pas un truc de barbare machin, on se structure. Et en fait, comme on n'a jamais été suffisamment loin dans la structuration, il n'y a jamais eu le moment où on dit ok, on peut les enlever. Et en fait, pour être très franc, vous me connaissez, je suis le premier à militer pour qu'il n'y ait pas de coups de guerre dans le combat de Muay Thai, surtout à l'international, quand il y a le Thai Fight à Paris et que les mecs ont des coups de guerre, on est la risée du monde. Mais moi j'ai échangé avec un cadre de la fédération qui me disait la chose suivante, et en fait, peu importe l'avis qu'on a, on ne peut pas être complètement contre ce qu'il dit, il me dit, moi, je veux pas que quelqu'un qui a 20 ans et qui va prendre 1000 balles pour un combat, il puisse se retrouver défiguré, marqué à vie pour un truc où il est venu dans un gymnase à la con, il a pris 1000 balles, 1200 balles pour un truc qu'on lui a donné à la fin de son combat et il est marqué pour le reste de sa vie pour une carrière qu'il ne fera pas en Muay Thai parce qu'il n'est pas pro, il n'en vivra pas, etc. Alors que là, sur un truc comme l'événement Arès, le mec il vient, il a un staff professionnel, il est dans un milieu professionnel, il a une bourse professionnelle, il va pouvoir en vivre. Quoi. Et du coup, aussi. Là, à ce moment-là, le cadre de la Fédé me disait à ce moment-là, ok, on enlève les coups de guerre, pourquoi pas? D'accord. Mais c'est vraiment dans une démarche de préserver les boxeurs. Et dans le fond du fond, tu peux pas vraiment être contre. Oui, il a pas tort. Tu vois, il a pas tort là-dedans. Il a pas tort si ça part sur ça, mais après, moi là où, par exemple, je vais te parler spectaculairement parlant en tant que spectateur, je vais même m'enlever au tant coach. Du coup, je me dis, c'est mieux que tu fasses au début de soirée, par exemple,
ceux que tu disais, c'est-à-dire les gens qu'on a envie de préserver, et après les professionnels affirmés. Mais de toute façon, c'est pareil, hein. MMA, tu sais, tu as les amateurs et tu as les pros. Les amateurs. Mais en Muay Thai, tu n'as pas les pros. C'est ça le truc. C'est qu'en Muay Thai, même un classe A, on dit Guillaume, c'est un boxeur pro. Il n'y a pas de statut professionnel. Tu peux pas être pro. Alors, c'est peut-être sur ça qu'il faut commencer à travailler. Parce que nous, en MMA, il y a un statut professionnel, et dès que la FFB est arrivée, regarde par exemple, la FFB est arrivée, comment tu vas faire pour combattre en France? Ouais, nous, on a un Sherdog. Donc, c'est un dossier qui est étudié. C'est-à-dire, quand on fait une demande, là, on a les examens à passer comme les boxeurs. Et le Sherdog, il fait office aussi. Et comme le monde il est petit, mais il y a quand même un bureau d'études qui va te dire qu'on va te donner une licence professionnelle ou non en MMA. Et la FMMAF le fait très bien. Personnellement, pour connaître Lionel et Johnny, ils le font très bien. Et en fait, maintenant, il y a des licences pro qui sont délivrées. Ce grade ça, c'est pour les amateurs. C'est pour les amateurs. Les amateurs, ils ont un système de grade aussi qu'ils ont mis en place pour aller à l'IMAF, pour créer une sélection française. Tu vois, ça allait très vite. Hein. Un an, ils ont créé une sélection française, ils sont partis directement. Même si avant ils le faisaient sans la Fédé, là ils l'ont fait, ils ont fait championnat de France, ils vont faire d'autres compétitions et tu vas voir, les amateurs vont nous sortir les futurs pros de plus tard et ça va être les JO. En fait, l'amateur, ça va être les JO du MMA. Et après, derrière, tu auras le MMA Pro, comme la boxe anglaise. Mais ce qu'on a pu un peu voir aussi en Muay Thai avec l'IFMA, qui était les JO du format bien spécifique. Ouais, mais tu vois, pour pas citer de nom, moi l'IFMA, quand je vois des mecs qui ont déjà des ceintures WBC, WMC, tout ce que tu veux, de tout pays confondu, et qui combattent à l'IFMA, c'est impossible nous chez nous à l'IMAF. À l'IMAF, tu peux pas mettre un mec s'il a fait professionnel. Attends, à la Thaïlande, t'as vu qu'ils envoient à l'IFMA tu vois. Ouais, et tu te dis, mais pourquoi faites ça les mecs? Tranquille, c'est bon, les mecs ils sont déjà pros, tout ça, pourquoi? Ouais, c'est pour ramener une médaille, c'est bien et tout. Peut-être plus tard, j'ai entendu. Parce qu'il n'y a pas ce système de quand je suis pro, je peux plus faire les amateurs. Ouais, voilà. Nous, non, c'est mort. T'es pro, c'est pro. T'es pro, c'est fini. Je sais qu'en boxe anglaise, tu peux faire un fight pro et tu peux retourner en amateur. Tu peux avec une dérogation si tu auras les pros. Un seul. D'accord. Ça, je le sais de source sûre parce que c'est la FFB, c'est la boxe anglaise. Okay. Maintenant, MMA, je sais même pas, je vais pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas, mais je peux te dire que déjà, si t'es pro, mon pote. C'est-à-dire, ça y est, tu vois. Nous, on les a fait, les compétitions à l'époque, moi, je les ai faites personnellement en amateur pancras, il n'y a pas de frappe au sol. Mais c'était amateur, tu avais un passeport, etc., tu avais les protections, tu le faisais. Donc, on va dire qu'il faut passer par le circuit amateur. Même si c'était des groupes de 5 et tout. Mais voilà, c'était juste que c'était sur des tatamis, c'était pas de frappe au sol, etc. Mais en fait, amateur pro, c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Et pour vous, je pense que l'amateur, ça va être celui qui va avoir les coups d'hier. Pas forcément celui que tu vas dire amateur dans le sens lui. Et je pense qu'il faut travailler sur une stature pro. Peut-être déjà, parce que regarde, on parle de pro, on utilise beaucoup ce mot dans cette vidéo. Mais regarde, nous on a du professionnalisme qui nous entoure, qui est autour de nous, à 360 degrés, on ne peut pas y échapper, déjà par les Américains, par le show, tout ça, tout ce que tu veux. Et le Muay, on dirait que ça s'arrête à... Voilà, tu vois, ça s'arrête là. C'est-à-dire, t'es classe A, classe A, mon pote, pour moi, classe A, c'est un mec qui a fait ses fights amateurs, c'est fini, là, on peut le mettre sur du pro. C'est un mec quand même qui aura fait peut-être, je sais pas, 25 combats, 20 combats, 25 combats, peut-être même des combats à l'étranger, etc. Puis souvent, les boxeurs, vous avez boxé en Thaïlande, t'as boxé à l'étranger, tu vois, donc ça fait un plus. Parce que nous, on peut pas, tu vois, nous, si tu vas quelque part aller te fight, une orga, c'est dur à trouver et tout, même si demain je vais quelque part, et visa, tout ça, c'est dur à trouver, tu vois. Tu peux pas aller quelque part et trouver une orga et combattre comme ça de ton plein gré. Et donc, je pense que peut-être, si tu connais des mecs de la Fédé, un petit conseil de sympathique, amical, il faudrait peut-être travailler sur un statut pro pour pouvoir avoir plus de spectacles. Déjà, je vous jure que si vous enlevez les coups d'hier, moi le premier, j'achète ma place et je regarde. Je suis d'accord. Après, pour avoir échangé, souvent les cadres dirigeants vont répondre ok, on essaie de faire déjà bien les amateurs et les enfants pour construire, etc. Mais après, là-dessus, on peut en débattre très longtemps. Moi, avant de passer à la deuxième partie de la vidéo où on va discuter des points forts et des points faibles des NACMOI qui font la transition, je vais essayer de résumer un peu ce qu'on s'est dit. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Globalement, on perçoit deux moteurs principaux chez les NACMOI qui font la transition. Il y a vraiment l'attrait pugilistique de agrandir ses horizons. Parfois on se prend une petite gifle parce qu'on est hyper fort en striking et puis au sol on se retrouve comme un poisson hors de l'eau et on se dit putain j'ai envie d'apprendre ça et donc ça peut lancer un déclic aux gens. En plus de ça, il y a cet aspect quand même financier où on sent bien qu'en termes d'opportunités et de financier d'argent tout simplement, les opportunités vont être plus importantes en MMA. Et en plus, on voit le MMA débouler en France avec des organisations professionnelles de A à Z, de la promotion des boxeurs, à la rémunération des boxeurs, à l'encadrement médical.
au show qui est fait, où les boxeurs ils vont être suivis, enfin les athlètes vont être suivis pendant leur préparation, ça va diffuser sur les réseaux, on va, comme tu disais, élire le meilleur combat de la soirée, il y a les bonus qui tombent, les sommes qui sont communiquées, il y a tout un modèle qui a été importé des États-Unis qui, boum, arrive en France comme ça, et qui honnêtement écrase tout le reste des autres sports, quoi. Enfin, c'est ma lecture. Un truc aussi auquel je pensais, qui a son importance aussi, c'est que tu vois, nous, par exemple, je prends l'organisation Ares, ils montrent qui ils signent. Ils font cette fameuse photo. Mais ils signent des mecs. C'est une communication. Non, Voilà. mais il y a des organisations qui signent des boxeurs en France. Il y en a eu très peu. Il y en a eu très peu, Voilà. et la dernière, ça s'est pas bien fini. Donc c'est inexistant en moitié quasiment. Quoi. Ouais, tu vois, c'est ça. Et tu vois, je te jure, regarde, tu signes, beau gosse, t'es habillé, t'es avec ton contrat, j'ai signé. Et l'organisation te met aussi en avant en disant, nous avons signé telle personne. Le mot contrat, regarde. Le mot contrat. Combien de fois on a dit contrat, toi, Yacine et Youssef, on a annoncé ça. Bien sûr. Ouais. Ah, tu vois, au début, on tease. Et il combat seulement dans 6 ou 7 mois. Voilà. Donc Mais ça il y a veut un dire teasing. qu'il a signé, on a vu. Ouais. Donc on attend. Tu vas voir ce qu'ils vont préparer. Peut-être qu'ils ont envoyé leur équipe là-bas en Thaïlande pour voir un peu le training camp, etc. Ça va donner encore plus de crédit au MMA. À la Thaïlande aussi, tu vois, ça va dire peut-être que tu peux te préparer en MMA pour un combat de MMA. Et donc en France, forcément, en ça Thaïlande. met un peu d'ombre sur le Muay Thai. Et ça met un Voilà. petit peu d'ombre sur la Muay Thai en France. Ouais. Donc ça aussi, tu vois, ce truc-là de signer un contrat, que ce soit avec une management ou avec une organisation, ou même avec un sponsor. Nous, en MMA, culturellement parlant, on le fait. Moi, j'ai plein de combattants de MMA, dès qu'ils signent avec un truc de protéines, de ce que tu veux et tout, tu vois la photo, ici, ça fait pro. Tout de suite, on nous éduque on a été éduqués comme ça, à montrer ce qu'on fait professionnellement pour montrer qu'on a un statut de professionnel. Il y a un statut de professionnel, on a envie de montrer qu'on est pro. Voilà. On n'a pas aujourd'hui. On fait partie d'une. Voilà. C'est pour ça que on le dit souvent, ouais, je suis combattant pro des MMA, quand je dis quelqu'un, je suis pro MMA et tout. De toute façon, la différence entre pro et amateur, c'est quoi? C'est l'argent. Dès que tu fais rentrer une bourse, t'es un professionnel. Voilà, c'est tout. On attaque la deuxième partie de cette vidéo. On va discuter maintenant des points forts et des points faibles des Nakmuay qui entament leur transition vers le MMA. Donc on va pouvoir avoir ton ressenti à toi, sur quoi tu t'es senti bien. Alors évidemment, on va parler du striking, mais pas que, parce que je pense qu'il y a aussi les appuis, le clinch, on va pouvoir discuter de beaucoup de choses. Et puis évidemment, on va avoir ton avis à toi sur c'est quoi les points que tu essaies de conserver du Muay Thai, de faire évoluer, ce que tu essaies de complètement faire abandonner, les mauvais réflexes, ce genre de choses, et que sur quoi, au contraire, ce sur quoi tu veux vraiment bâtir. Donc je propose qu'on commence par toi, Guillaume. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus facile dans tes premiers jours et mois de MMA, et qu'est-ce qui, à contrario, te semble vraiment à l'encontre de ce que tu avais l'habitude, quoi? Alors, mine de rien, 15 ans de pratique de pied-point. T'es dans ton truc, quoi. T'es dans ton truc, mais c'est surtout, techniquement, on est au-dessus d'une personne qui a pratiqué, que ce soit du pur MMA dès le début, ou que ce soit de la lutte, ou quoi que ce soit. Donc, très à l'aise debout. En plus, comme je t'ai dit, je viens du karaté, alors au niveau des déplacements, je suis encore un peu différent du boxeur qui vient pur de boxe thaï. Mais non, très à l'aise debout, que ce soit en jab, que ce soit avec les jambes, que ça part dans tous les sens, super. Donc si on se focus seulement sur le tracking, je me sentais très bien. Maintenant vient l'aspect où on peut t'amener au sol. Le timing d'amener au sol n'est pas du tout le même que le timing où nous, quand on va envoyer. Tout simplement parce qu'en boxe thaï, par exemple, quand tu touches, tu vas avoir envie de toucher encore. Ouais. Une fois que j'ai touché, c'est ouvert, bam, 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 ça va partir 2, 3, 4. En MMA, c'est ce problème-là que j'ai trouvé le plus difficile à corriger, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand. Si on touche, il faut faire attention à ne pas se faire takedown. Tout simplement parce que j'ai touché une fois, ok, je peux toucher une deuxième fois, mais si je commence à faire mon enchaînement 1, 2, 3, lui il va pas m'attendre. Et à ce moment-là, c'est là où il va partir. Il casse la distance et il rentre dedans. Parce qu'une fois que je touche, lui est aussi à distance, entre guillemets. Donc si je le mets pas knock, lui derrière, il part sur un côté. Ils ont aussi cet aspect d'angle qui n'est pas le même, où nous on va vraiment toujours être en face, en tout cas en frappant, où eux vont partir en triangle avec des amenées à gauche, à droite, en attrapant une jambe. Et il y a aussi cet aspect du coup qui fait que le striking change, parce que quand on a des amenées au sol, moi je vais avoir peur qu'ils m'amènent au sol. Donc du coup je vais commencer ma défense pour amener au sol,
et je vais me faire rentrer en haut pour ensuite me faire ramener au sol. Donc tu as vraiment ce La variation changement de de niveau qui est la plus difficile, on va dire, je dirais, en striking. Ok. Pour le MMA. Donc en venant de la boxe taille, pour un striking MMA, c'est la variation de niveau à prendre en compte dû au takedown. Et alors, est-ce que le clinch, le PAM, vraiment le PAM au sens Muay Thai pur, sur la lutte, c'est une aide, c'est quand même quelque chose sur lequel tu peux bâtir, ou est-ce qu'à contrario, ça va pas et il faut tout revoir? Alors, on a beaucoup parlé, enfin, Yas m'en a beaucoup parlé et m'a beaucoup adapté. Donc je pense, parce que c'est un point fort qu'il faut adapter au MMA. Si tu le gardes en pur PAM box taille, il n'y a pas grand chose qui vont te servir dans le sens où tu es trop haut sur tes appuis. Alors oui, il y a les coudes, il y a les genoux, mais si tu ne l'adaptes pas, tu ne pourras pas les utiliser. En l'adaptant au MMA, et donc en étant plus sur ses appuis, et tu me rediras après, là tu vas pouvoir utiliser les armes du Muay qui sont les coudes et les genoux, qui sont très efficaces en MMA. On voit beaucoup de KO dessus, mais c'est vraiment, il faut l'adapter. C'est pas t'arrives en MMA et tu penses que ok, je vais sortir des coudes et des genoux comme ça, parce que comme je t'ai dit, les timings sont différents, les déplacements sont différents. C'est vraiment ces deux choses-là où je pense que nous, les Nakmois, on doit s'adapter. Voilà. Yacine, ton avis là-dessus, du coup, globalement? Moi, mon avis, je vais partir sur des paramétrages plus poussés. Premier temps, c'est 5 minutes. Là où tu as Guillaume qui a l'habitude d'un 3 minutes, même en préparation et tout, à débiter pendant 3 minutes. Là, 5 minutes, c'est long. S'il débite pendant 5 minutes, au deuxième, il n'est plus là. On lui donne une minute de récup, c'est une minute de survie. Au deuxième et au troisième, même s'il fait des masterclass, c'est compliqué de débiter pendant un 3x5, tu vois. Donc déjà, patience, gestion du terrain. Le point fort du Nakmuay, je pense, c'est le côté Keng. C'est le côté dur, solide, d'accepter le fight, parce que je trouve que, et c'est toujours ce que j'ai respecté chez vous, les Nakmuay comme en boxe anglaise, c'est un sport qui est dur. C'est un sport qui est dur. Recul, quoi. Exactement. Et nous, on est un peu sur un sport stratège. Quand ça va être dur, il va falloir trouver une solution pour que ça le soit moins. J'ai pas honte de le dire, hein. C'est stratège. Mais voilà, le mec est plus dur et plus chaud que toi de bon en striking, il va falloir adapter une stratégie pour que son striking ne fasse le moins de dégâts possible, sinon tu amènes le combat. Et c'est ce qu'on voit sur les ligues professionnelles, hein. C'est ce qu'on voit partout. Donc il va y avoir ce côté-là qui est très bien, c'est-à-dire que Guillaume, tu peux le dire, tu peux mentalement, tu sais qu'il est déjà un peu formaté. Donc déjà, tu sais que Guillaume, tu peux lui donner des instructions. Même s'il rate, il va recommencer. Même s'il rate, il va recommencer. Parce que pour moi, il a connu quelque chose de dur. Et là, il va partir sur quelque chose d'un peu moins dur, plus stratège. Mais on a besoin quand même de ce côté dur. On va pas se mentir, c'est un sport de combat. Ça, c'est les points forts. Après, il y a d'autres points forts. Le point fort, c'est la confiance. Debout et la confiance. Tu sais, moi, demain, si je coach Guillaume et qu'il combat, je lui dirais, mec, c'est pas toi qui va lui apprendre à boxer. Maintenant, il va falloir l'adapter, ta boxe. Mais c'est toi, il faut avoir confiance en tes poings, tes genoux, tes coudes. Tu vas savoir le faire. Donc voilà, tranquille, il n'y a pas de stress à avoir. Donc déjà, il possède, on va dire, 20-25% de son MMA déjà. T'as pas parlé des middle. T'as dit point, genou, coude. T'as pas parlé des middle. Les middle, moi j'ai une théorie dessus, les middle et les low kick. Les low kick, c'est bien quand t'es rapide, t'as un peu style, un peu comme José Aldo, soit tu vas frapper fort, soit tu vas avoir un petit peu le style kickboxing comme Donald Cerrone, et tu vas travailler sur un peu comme tu vois au Glory, au K1 à l'époque. Bon, bam, gros low kick pour casser un peu l'appui. Le middle, moi j'aime bien, je kiffe, le middle, j'adore ça. Le middle, juste, je trouve que c'est plus facile à saisir. Ouais, pour aller au sol derrière. Mais par contre, ce qui est bien, et ce qui a été vu un peu, au moins pour ceux qui ont un peu, enfin, au One FC, ceux qui ont un peu les yeux un petit peu derrière les lunettes comme moi, c'est que le middle, tu peux le sortir quand le mec est contre la cage. Cadré. Voilà, ça veut dire que là, tu es sur une partie, il n'y a pas d'échappatoire. Le mec, quand ils sont souvent contre la cage, il pense à la lutte. Moi, je penserais à la lutte, tu vois, je ne penserais pas au striking. Alors qu'en fait, lui, pas même type dans la tête. Tu vois, c'est un truc qu'on ne voit pas beaucoup en Muay. On sait que les Nakmois, ils n'aiment pas trop les types dans la tête, c'est mal vu, c'est mal respecté. Déclaration de guerre, quoi. Voilà. J'ai mis quelques KO. Et non, tu vois, en ayant vu Lyoto Machida et Anderson Silva à l'époque. Et ça, je dois 4 KO, je pense, avec des types. Bah, tu vois, c'est une arme qu'il faut garder. Parce que ça nous surprend. Un lutteur, il descend, il se prend ça, c'est fini. C'est comme un genou, tu vois. Sauf que le genou, il peut l'attraper dessus, aller dessus, etc. Par contre, le type, il le prend dans la tête, c'est fini. Quoi. Ça vient d'en bas, ça part en haut, et c'est puissant. Tu génères une route puissante qui est beaucoup plus longue que le genou. Donc voilà, pour moi, tout le panel du Muay, de toute façon, tu peux le mettre en application sur le MMA, il n'y a pas de souci. Ça sera les points forts. Les points faibles, pour moi, il y a une staticité qu'il faut enlever. Être statique, c'est beaucoup. Bah, tu peux bloquer en Muay, je ne conseille pas les blocages en MMA.
Tu bloques en mouet, tu remises, hop, ça esquive, ça prend la température, ça travaille un peu sur des types sur la jambe. Voilà, quelque chose que tu peux pas faire. Tu peux pas faire. Si tu fais ça, tu t'amuses à faire ça sur un round de 5, l'autre, comme tu dis, te fait des incertitudes, des changements de niveau, il t'amène au sol, hop, tes mains au bas, tu regardes en bas, tu te fais amener au sol. La staticité, ça a corrigé. Après, il y a un rythme à avoir. Il y a un rythme, je pense qu'il faut être plus explosif. Et après, il y a des Nakmoué qui le font déjà. Senshai, pour moi, par exemple, il a un striking. Si vraiment demain tu as envie de faire des tests sur Senshai scientifiques, bah, tu peux l'amener sur du MMA. D'ailleurs, Conor McGregor s'est inspiré de lui beaucoup. Et je sais que Georges Saint-Pierre aussi parlait beaucoup de Senshai. À une époque, ça s'est même entendu, à l'époque où moi je venais du Canada, comme quoi Senshai peut-être, il va faire un truc en MMA, on ne sait pas et tout. Je l'avais vu une fois avec un kimono et une ceinture blanche. Voilà, exactement. On ne sait pas si c'est du buzz ou pas, mais en tout cas, sur son striking, je trouve que c'est bien ce qu'il fait, parce qu'il y a beaucoup de feintes, il y a beaucoup de changements de rythme, et je pense qu'un mouet avec du changement de rythme, c'est très bien. Tu vois, un mouet où tu vas changer de rythme, après par exemple les doublés, tous ces trucs-là, tu peux oublier parce que c'est très risqué. Un premier, tu le prends, un deuxième, tu attrapes la jambe. Et surtout que vous, en mouet, tu attrapes la jambe, il faut avoir soit un balayage immédiat, soit faire une action de contre immédiate. Là où nous, en MMA, nous, on va rester sur la jambe comme... voilà, un lutteur, il va venir chercher, il va aller chercher la jambe, il va tout faire pour te faire tomber. Puis il peut commencer à engager un processus de clé debout, etc., une suite. Donc là, l'arbitre, il ne va pas vous arrêter pour arrêter. Tu as une continuité, donc tu peux te sacrifier sur ça. Il y a vraiment ce travail-là de staticité à corriger, et il y a aussi le travail de changement de rythme. Moi je trouve que le changement de rythme, si tu arrives à le mettre en place avec le mouet, comme tu peux travailler au pao, gros low kick, gros genou sans hésiter, voilà, tu sais, quand tu arrives sur une distance clinch, et moi je parle du clinch aussi parce que c'est parleur aux deux sports, c'est parleur à la lutte, c'est parleur au mouet, le clinch mouet, le clinch lutte. Le clinch lutte, c'est le clinch gréco en fait. Donc quand tu vas travailler bras dessus, si tu regardes bien, tu vas jamais voir des Nakmoué travailler bras dessus, mais tu vas voir les Nakmoué plus travailler comme ça. Nous, travailler bras dessus, comme il disait tout à l'heure, c'est intéressant parce que lui, s'il peut te sortir des genoux et des coudes, c'est un annulateur de la lutte. Un lutteur, c'est fait pour lutter avec des contrôles, c'est pas fait pour lutter avec des coups. J'en ai fait l'expérience, j'ai tourné avec des lutteurs, moi j'ai mis les petits gants et les coudières. Bah, moi-même j'arrive à les amener au sol, alors que c'est des mecs qui sont olympiens. Et quand tu faisais pure lutte avec eux, c'était impossible, laisse tomber, ils te ferment, c'est fini, tu voles à gauche à droite. Et c'est annulateur de la lutte, et en plus de ça, tu diminues le patrimoine vital du mec. Tu sais, un gros coup de genou, quand tu te le prends bien pointu, ou un coude, t'as envie de coller le mec encore plus, ou même si tu mets de la distance, ça y est, c'est usant, et puis souvent c'est hyper usant. C'est vrai que le coude est vraiment propre au mouet, tu ne le retrouves dans aucun non, ça vient du mouet. Et je pense qu'il n'y a que les Nakmoué qui sont prêts à recevoir des coudes. Tu viens d'un autre sport, je pense que le coude fait peur. Ouais, c'est choquant. Tu reçois un coude, c'est waouh, direct ça peut ouvrir, tu peux saigner. Nous, on est préparé mentalement à ça quand même, à ce que ça soit possible à chaque combat, tandis que quelconque autre sport, je pense, n'a pas cet aspect-là. Exactement. Après, pour terminer, tu as le corps à corps, donc le corps à corps spécifique du Muay Thai, et ce que j'encourage aussi Guillaume à faire, c'est les balayages. Ça surprend et ça marche, tu as réussi à balayer des mecs qui ne s'attendaient pas à ça. Moi je l'utilise, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais vraiment je suis naze en balayage. Mais j'ai 1 ou 2 balayages de Muay que j'arrive à mettre en plus de ma lutte, j'ai réussi à rajouter ça. Donc des projections, ouais, sauf que moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le mec. Parce que, comme. En fait, nous, on va l'envoyer, ça. Voilà, et tiens, c'est intéressant, et pour vous aussi, c'est intéressant. Regardez le combat de Yacine Bouganem, je crois qu'il est disponible en plus sur YouTube. Regardez-le, et vous allez voir, Yacine, à un moment, il a balayé le gars, mais il n'y a pas eu de suite. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. Parce que le balayage, il était magnifique. Tu te fatigues pas. T'imagines qu'en lutte, tu es obligé de rentrer tes bras, travailler, congestionner. Après, derrière, tu dois repartir en boxe avec les bras congestionnés et tout. Et là, tu fais un balayage, tu surprends un mec et tu peux mettre une suite directement. Et ça, j'ai toujours dit à Guillaume, j'ai dit ouais, n'hésite pas quand tu sens que c'est possible de le faire, fais-le. Mais suis. Voilà, et suis derrière parce que ça va être la spécificité du MMA. Mais par contre, derrière, fais-le, n'hésite pas. Si tu sens que tu peux le faire, faut le faire. Et regarde aujourd'hui, tu vas voir, regarde bien aussi, ça c'est mon analyse personnelle, ça sort un peu du sujet, mais beaucoup les takedowns que tu vas voir aujourd'hui, on va voir, plus on va avancer dans le temps, moins on va voir de double single arraché, on va voir de balayage. Pourquoi ? Parce que balayer quelqu'un, comme tu dis, c'est même pas une question de cardio, ça engage moins l'énergie musculaire. Et t'en as besoin pour boxer, les duels se passent plus debout, hein, même maintenant. Ne se passent plus debout, donc du coup, si takedown, et mon pote, ça consomme du jus. Le dos, les bras, faut lever, on a des petits camps, ça pardonne pas. Et derrière, si tu dois travailler au sol, pareil, il faut avoir l'énergie suffisante pour travailler au sol, frapper en ground and pound, pousser le gars, tirer. C'est vraiment, c'est une petite évolution qu'on va voir arriver. Et comme les Nakmoué, ils ont le balayage, bah voilà.
Ou par exemple au Sanda, à un moment on avait fait un thème où tu te souviens, on prenait l'opportunisme du takedown. C'était quoi? C'était dès que le mec il te met ou un low kick ou un middle, bah, tu le balayes directement ou tu le mets takedown directement. Et ça a bien fonctionné. Et ça se voit dans les combats d'MMA, que ce soit l'UFC ou One. Ça vient du Sanda, ça vient du Muay, ça vient de ces sports-là où tu as le droit de saisir et balayer et contrer. Et ça, voilà, il faut juste le fusionner. Comme je te dis, c'est juste une question de liberté, d'accepter cette liberté. Il faut que tu dises, ouais, je peux le faire en fait. Il faut être un peu culotté. Il n'y a pas cette règle qui t'empêche de le faire. Voilà, ouais. Et même si quelqu'un va le faire en moi, il va dire, oh, ben, pourquoi tu fais ça? Oh, mais c'est pas, t'es pas un mec traditionnel, etc. T'as un vice là, mais ton vice, tu peux le garder en moi, tu peux le garder en main, normal. Et donc pour moi, ça serait ces trucs-là pour résumer au niveau des points faibles et des points forts. C'est mon analyse que j'ai vue pour aussi pratiquer, m'entraîner. Souvent, quand je suis avec Rodrigo Lamos et que je fais la leçon avec lui, on travaille sur des rounds de 5, on part sur autre chose. On travaille vraiment. Parce que Rodrigo s'adapte à ton sport. Voilà, il l'a fait et ça a été un chemin qui a été long, mais qui est sûr maintenant, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, on se comprend, on se capte, on sait. Il me connaît, il sait, il a appris comme j'ai appris et ben voilà, tu vois. Et j'ai voulu le faire moi avec un spécialiste du Muay. J'ai pas voulu le faire avec quelqu'un qui connaît pas, qui n'a pas 25 ans de bouteilles, 30 ans de bouteilles de Muay dans sa poche. Parce que lui aussi, il a un regard où il va me donner des problématiques, des indications sur ce que je peux faire en MMA. Parce que pareil, là où moi je vais voir une liberté, lui il va la voir aussi, avec son œil à lui. Et voilà, et c'est pour ça que moi je suis un fervent défenseur. Tu veux faire du bon striking, il faut que tu fasses beaucoup d'anglaise, mais surtout du Muay. Parce que tu vas avoir les genoux, les coudes et cette distance, c'est tout ce travail-là qui va se rajouter au MMA. C'est pour ça que je disais 20-25% du MMA avec ton Muay si tu as un bon Muay. Donc maintenant on va passer à une partie un petit peu plus visible. On va regarder un petit peu comment est-ce que Yacine va m'aider à adapter ma boxe au MMA. Donc moi vous le savez, je suis un Muay pur. Et donc du coup tu vas m'expliquer un petit peu ce que je fais bien, ce que je fais pas bien et comment est-ce que je devrais, si je souhaitais faire une transition au MMA, commencer à travailler. D'accord, déjà numéro 1, on va enlever les gants de boxe. Tiens, t'as une paire de pilons, tu vas t'adapter tout de suite. Comme ça tu vas travailler avec les pilons, tu vas voir, c'est un travail qui est différent. On commence direct dans le dur. Mets tes petits gants, je vais récupérer mes raquettes. Première fois de ma vie que je mets des gants de MMA. Alors rassurez-vous, hein, la chaîne du Muay va pas se transformer en la chaîne du MMA tout de suite, c'est pas prévu. Mais on sait jamais. Et là en gros, avant de commencer, je vais t'expliquer pourquoi je travaille déjà avec un plastron et avec des raquettes. C'est ce que je fais immédiatement en fait avec les gens pour gagner cette spécificité en rapidité. D'accord. C'est-à-dire que si je veux travailler au PAO, je peux travailler au PAO. Si je te fais travailler toi au PAO, c'est parce qu'on va peut-être aiguiser une arme du Muay dont on aura besoin, le middle ou le genou, pendant un combat d'MMA. Ça va être du spécifique. Par exemple, je vais te prendre, on va travailler des combinaisons, 1, 2, 3, mais ce sera beaucoup focus sur le genou. Par exemple, si j'ai vraiment envie que ton genou sorte pendant un combat d'MMA. Sinon, on va moins travailler au PAO parce que le PAO, c'est un outil où je ne peux pas venir lutter avec toi. Les petites pattes d'ours, je travaille aussi aux petites pattes d'ours. Les petites boules là, tu vois. Celle-là, c'est pour travailler vraiment sur les coudes. Je peux rentrer à l'intérieur, je peux travailler un petit peu, etc. Mais les raquettes, ça va être vraiment celle-ci où je vais travailler sur beaucoup la boxe, la remise, l'esquive, les retraits de buste, le déplacement, les changements de garde, tout ce qui va être spécifique au MMA. Ça va aller plus vite pour moi, ça va aller plus vite pour toi. D'accord. Et justement, les raquettes, c'est pas fait pour frapper fort, c'est fait pour frapper vite, pardon. Et donc comme tu frappes vite, il faut que tu reviennes vite aussi également parce que moi aussi je peux te contrer assez vite et je peux descendre. Et le plastron, si tu as envie de tirer, si tu as envie de mettre des sidekicks, tu as t'amuser, si je rentre sur toi en lutte, tu as envie de rentrer un genou, etc. Ça me permet aussi d'avoir une protection de moi quand je vais venir lutter avec toi. Et voilà, tu vois par exemple, je travaillais beaucoup avec celui-là il est très large, celui-là il est un peu plus fin, il est adapté au Muay Thai en plus. Donc on peut travailler comme ça. Donc vas-y Antoine, tu peux se mettre en position. Bon, mon premier tour de MMA, ok. Je pars en garde. Ouais, vas-y, comme si on était en Muay et tout, tu vois, déjà ce petit un tape, on va l'enlever un petit peu de pointe de pied, vas-y, déplacement, on va faire d'abord du déplacement. Avance vers moi, on va faire un petit peu du déplacement, on recule, tu vois. Il faut que si je puisse, la première chose que je vais t'indiquer, il faut que si je puisse descendre, que tu puisses te barrer, tu vois. Donc, hop, si je puisse descendre, très bien. Sans frotter le pied, vraiment n'hésite même pas, je vais même te donner un conseil. Recule, change de garde, sois à l'aise. D'accord. Tes jambes elles vont pas servir à bloquer des middle, elles vont servir à les éloigner pour le takedown. Voilà, ça c'est un peu plus aéré. Exactement. Donc tu vois, on peut t'emmerder comme ça. Au début, on va travailler d'abord sur le déplacement. Hop, très bien. Tu décales après derrière, exactement. Ce que je veux que tu sois à l'aise. Je
veux que tu sois fluide sur tes jambes. Très bien. Voilà, on gomme le mouet, on gomme le mouet. Hop, boum, très bien. Voilà, super. Ça va t'ouvrir des trajectoires, etc. Maintenant, travaille un petit peu avec ton bras avant. D'accord? Tu vas travailler un petit peu des feintes, etc. Voilà, hop, hop. Très bien. Tu vois déjà, une espèce de chose qui a changé chez toi, c'est déjà le déplacement, tu vois, par rapport au départ. Ok, maintenant on va rajouter le jab, vas-y. Hop, très bien, on va travailler en rapidité. Hop, faut que ça revienne assez vite, ok? Hop, ça revient, hop, tu vois, déjà, on essaie de, hop, sortir tout de suite ses jambes au changement de garde, d'accord? Faut te donner, en fait, un espèce de dynamisme sur tout ton corps, une compréhension immédiate. C'est très dur, je trouve ça très dur, honnêtement. Ça fait beaucoup d'informations à injecter, mais hop, t'inquiète. Bon, très bien, voilà, tu vois, c'est ça. Hop. Maintenant, tu vas rajouter des petites feintes, des petits changements de niveau, etc. D'accord? Ouais, très bien. Sans aller les fesses vers l'arrière, plus ici. Boum, hop, boum. Exactement, vas-y, on y va. Très bien. Allonge ton direct. Voilà, très bien. Bon, très bien. Ce bras-là, on l'évite, tu sais pourquoi? Alors, tout simplement, si tu poses sur l'épaule, ça ne me dérangera pas pour descendre en bas. D'accord? Ça ne me dérangera pas. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment que tu te barres le plus possible et que tu aies le moins de contact avec moi. J'utilise comme l'électricité, là il y a un contact. Là il n'y a plus de contact. Donc c'est pareil, essaie d'avoir le moins de contact possible. Ok? Hop, très bien, jab. Hop, 1, 2. Très bien, on essaie d'aller plus vite. Voilà, très bien. T'as vu, n'aie pas peur de reculer 2 fois, mais plus de me montrer que bon, je vais mettre. Okay. C'est toi qui n'iras pas au sol. Allez, let's go, jump. Hop, 1, 2. Très bien. Ok. Allez, on se déplace. Très bien, on se déplace. On se déplace. 1, 2. Hop, très bien, super. N'hésite même pas. Boum, tu mets un espèce de petit jab. Boum, boum, tu recules. Fais-moi un changement de garde. On va voir si tu es à l'aise avec ça. D'accord? Quand je rentre, tu changes de garde. Vas-y. Hop. Très bien. Juste la jambe derrière. C'est-à-dire step back. Boum, tout simplement. Vas-y, on y va. 2. Boum. Voilà, tu vois déjà, je peux pas aller sur ta jambe avant, et en plus de ça, ça t'offre des opportunités de pouvoir, si tu percutes et je bouge derrière. Le but c'est de créer cette distance. Pour ressortir quoi. Voilà, okay. Exactement. Allez, jab, continue. Très bien. Allez, jab, jab. Ouais, très bien. 1, 2. Voilà, tu vois déjà tu gères mieux. Si un mec veut rentrer sur toi, même s'il est en train de rentrer avec des incertitudes, tu gères. 1, 2. Hop, 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 voilà. Très bien. Ouais. Tu vois, nous, ce qu'on peut faire en MMA aussi, c'est avoir le bras tendu. Ouais, je l'essaie. Et ben exactement, fais-le. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, il faut qu'il soit libre. Sois libre. Fais ce que tu as envie de faire. Là, maintenant, il n'y a plus de limite. Là, on n'a plus de limite, vas-y. Ouais, bras tendu, très bien. Voilà, super. Super, ça te permet de prendre la distance. Passe en bras arrière. Bon, très bien, tout de suite. Passe en bras arrière, passe en bras arrière. Remets-toi dans ta garde. Bras tendu, tu vois ici, bon, passer derrière, vas-y, hop, hop, bon, ici, sur la même raquette, très bien, hop, ouais, très bien, et voilà, on essaie de pas trop se jeter, de mettre de poids, sinon tu peux te faire contrer en takedown. Pour l'instant, tu gères bien, j'essaie de descendre dans les jambes, maintenant je vais essayer de monter dans le buste en haut, on va voir comment tu vas réagir, d'accord? Ouais, bouge, hop, voilà, arrière, voilà, très bien, regarde. Là, qu'est-ce qui t'empêche de mettre un bras arrière? Boum, un peu comme en karaté. Ouais. Vas-y, vas-y. Bam. Et tu te barres, tout simplement. Tu as mis le bras avant. Boum. Faut m'empêcher de venir chez toi. De tous les moyens possibles. 2. Ouais. Là, c'est parfait ce que tu as fait. Magnifique. Job. 1, 2. Oui, good job. Et qu'est-ce que tu pouvais faire là? High kick. Ouais. Voilà. On continue cette suite. Vas-y. Ouais, 1, 2. Hop, bon, et bam. Voilà. Tu vois? Capté maintenant. Là, tu commences à être plus libre. On sent que tu es un peu plus relax. Hop, arrière. Hop, et boum, très bien. Un coup de genou si tu voulais. Ma tête était là, bim, très bien. Voilà, tu peux me ressortir les aspects du mouet avec le MMA. Jab, hop, jab, jab, jab. Hop, 1, 2. Hop, allez, très bien. Aïe, voilà, magnifique. Super, 1, 2. Ouais, 1, 2. 1, 2. Et jab, hop, jab, 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 hop, jab. Très bien, tu vois. J'avance sur un contre, je me rentre un genou. Très bien, ça c'est des choses qu'on peut garder pour le MMA. Et ça existe, on en a vu des caveaux comme ça. D'accord, on continue encore. Allez, on est du déplacement. Hop, arrière. Hop. 1, 2. Ouais, jab. Allez, amuse-toi avec ton bras avant, amuse-toi avec ton bras avant. Vas-y.
Allez, comme on a dit tout à l'heure, si on veut mettre le type, ouais, taillé, voilà. Boum. Là, c'est vraiment des formes de corps de mouille. Essaye d'aller vite sur le type, vas-y. Voilà, très bien. Après, si tu veux mettre ton genou sauté, ça le fait carrément. Vas-y, jab. Ok, vas-y, jab. Hop, type. Boum. Merci. Tu vois, tu peux nous faire des trucs comme ça. Là, tu nous as fait vraiment un genou. Le truc, boum. Pourquoi? Parce que si ton genou, tu le mets par la tête, rentre comme tu as fait, boum, et qu'après derrière moi, je reste collé à toi, ouais. Alors que quand tu fais un genou sauté, ici il va y avoir une feinte. Je vais voir d'abord ce genou-là, et deuxième, je vais prendre en plein milieu. Et là, sur le takedown, voilà, tu t'es mis justement une espèce comment dire, d'action qui fait qu'en fait, je vais regarder ta première jambe. Là. Oh, très bien, vas-y, viens, on le fait. Allez, vas-y, déjà. Hop, 1, 2. Hop, allez. Oh, très bien. Là, ça c'est très bien. Tu pourrais même le faire avec le type, ce que tu veux. Bah, c'est ces spécificités-là du Muay Thai qu'on va trouver. Et là, on n'a pas mis les coudes, on n'a pas mis les middle. Malgré que tu aies sorti quelques kicks et tout, on va essayer d'aller plus vite. Là, on va travailler dans les mains un petit peu. Là, hop, 1, 2, bon, 1, 2, hop, 1, 2, bon, allez. Hop, regarde. L'avantage là, je vais te faire la leçon, mais en même temps, tu vois, j'ai un petit peu t'emmerder, comme si je combattais un petit peu sur un sparring, d'accord? Bon, très bien. Voilà. Voilà. Comme ça, ta combattante des MMA va se comporter, tu vois. Tu vois, je l'ai pris le genou, c'est pas grave. Je l'ai pris le genou, comme je t'ai dit, je me suis sacrifié dessus, mais je suis venu saisir tes deux jambes. Après ça se complique là, ça va au sol. Allez, on y va. Voilà. Tu vois, là t'es sur du mouille. Oui. Voilà, vas-y, sur du MMA. Voilà, très bien. On essaie d'aller vite deux. Très bien, one, two, vas-y. Ouais. Attention, quand tu rentres comme ça, tu le fais une fois, deux fois, je te mets un takedown direct parce que je sais que tu rentres à ce moment-là quand tu mets ton gauche droite. Okay. Plus loin, vas-y. Oh, très bien, voilà, 1, 2. Je vois que tu es longiligne, tu peux carrément mettre un kick après. Vas-y, 1, 2. Boum, très bien, on recommence. Boum, voilà. T'es à ta distance, qu'est-ce que tu vas aller chercher chez le mec? Tu t'en fiches. Job. Ouais. 1, 2. Ouais. Boum. Voilà. Tu vois là où on va venir directement. On va venir directement. T'as mis au sol, là tu vois. Là ça pue la merde. Cherche une solution, regarde. Cherche une solution. Rentre tes bras à l'intérieur. Mets-moi des genoux en même temps que tu. Bon, voilà. Cherche pas forcément d'impulsion. Là, regarde. Coude. Taillé. Voilà. C'est ça que j'attends de toi. C'est ça que j'attends d'un Akmoué, c'est qu'il ait tout de suite cette réaction et qu'il n'attende pas forcément dans la lutte. Parce que dans la lutte, sur les 2 premières secondes, ça y est, derrière toi, je mettais un coup de bassin, je te faisais tomber tout de suite. Donc tu vois, je me suis approché de toi par de panique. T'as tenté un balayage, ça n'a pas marché, ça t'a ouvert l'espace, boum. Moi, je veux chercher quelque chose, boum, je prends un coup de genou, et en plus t'as mis l'espace pour mettre le coude. Ça fait 2 coups super durs qui font très mal en MMA. Là, tu peux m'ouvrir sur le coude, tu peux me sécher sur le genou, je pourrais même tomber sur le genou, tu pourrais travailler après toi, finir le combat en dessous. Tu vois, c'est un peu ça que je voulais te montrer. Ça va, ça a été super intéressant. Ça a été vraiment, super intéressant, super instructif. J'espère que vous avez perçu un peu les difficultés que j'avais au niveau des déplacements, ça fait beaucoup de changements. Regarde, en termes de temps, je sais pas, comme ça je dirais à la louche, on est sur 4 minutes à peu près, tu vois. 4 minutes, tu vois comment faut travailler sur de la vitesse, faut s'économiser, faut être rapide sur la lutte, faut pas chercher, tu vois, à vraiment, tu vois, être dans le dur parce que tu as vu après derrière tes trajectoires. Tu vois, tu avances à chaque fois sur le bras avant, bras arrière. Là, c'est très bien. Je trouve même que d'ailleurs, tu t'es comporté comme un Akmoué sur la première minute. Après, j'ai réussi à te faire gommer ça. Changer un peu, ouais. Ouais. Changer, pas gommer complètement. Mais quand même, on a réussi un peu à changer le truc. T'as vu les petits gants, c'est différent. Très intéressant. Ouais, bien sûr. Tu peux penser que la garde, ça va pas être la même chose, quoi. Donc, ça aussi, ça va être un ajustement à. Et je t'ai proposé des changements de garde. Je t'ai proposé des high kicks, je t'ai proposé une multitude de panels. Ça va être la communication entre toi et moi quand je te coacherai pour du striking MMA. Mais là, tu vois, le truc, c'est de te faire comprendre dès le départ, comme je disais, d'abord, la première séquence à avoir, c'est la compréhension du MMA. Là, c'est ce que j'ai essayé de te faire. Ouais, bien sûr, l'espace, des placements. Plus on fait des rounds, plus on fait des heures, plus tu fais du training, plus après, ça devient instinctif. Et ouais, il te faut quoi? Franchement, il te faut au début un petit 10 heures de MMA en groupe et tout, les cours collectifs, etc. Après c'est bon. Arrête. Après, vraiment. Arrête, j'attends mon contrat.
On va leur proposer. Hein. Là, on va faire des combats entre youtubeurs, hein, entre chaînes de YouTube pour savoir qui va gagner son trophée. Ah, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est ça que je vous disais au départ. C'est ça que j'aime aussi dans mon travail. C'est ce qui fait aussi ma passion de ce métier. C'est pouvoir, en fait, j'ai absolument pas peur d'avoir quelqu'un qui vient du Muay ou du kick et qui va me dire on va se mettre au MMA. Et je vais devoir le mettre à l'aise et je vais devoir lui trouver les solutions à ses problématiques. Et voilà, et puis bah écoute, j'en profite pour faire un petit peu de séduction à la chaîne du Muay Thai. Si tu as envie de venir faire du MMA, t'es le bienvenu, un de ces quatre, pour voir un petit peu comment ça bouge, etc. Avec plaisir, écoute, ça, ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Bah oui, comme moi les gars, je vais au Muay, je joue le jeu, j'adore ça, et moi j'adore le Muay. Hein. Le MMA m'a fait découvrir le Muay, c'est-à-dire que si j'ai pas fait de MMA, j'aurais jamais découvert le Muay. Mais mon amour du Muay il vient aussi parce que bah, je pratique le MMA, j'ai envie d'être le plus efficace debout. Et j'adore tout ce qui tourne autour. Donc vraiment, même moi, ça me fait plaisir d'aller tourner en Muay, d'aller faire quelques petits sparring, d'un petit peu faire du PAO et tout. Donc j'espère que toi aussi, au niveau de ton striking, t'as pas besoin d'avoir 10 ans de lutte, etc. De venir un petit peu tourner, mettre ça en pratique. Super intéressant. D'autres vidéos peut-être sur la chaîne MMA Secret Lab, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que fait Yacine, c'est très intéressant. Ça marque, solide. Ouais, dans ma tête, c'est Bangkok. Je mettrai tout ça en description. N'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. Maintenant, on va regarder un peu les choses sérieuses. On va vous proposer que Yacine fasse un petit peu le même exercice, mais avec Guillaume, qui du coup a maintenant une certaine expérience, et vous allez pouvoir voir comment est-ce que lui a su adapter son Muay Thai à ce que propose Yacine. Maintenant, on va travailler avec Guillaume. Donc Guillaume, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Donc vous allez voir, les codifications, elles sont différentes. On va faire deux séquences d'à peu près 30 secondes chacune, où il va faire un shadow en Muay Thai, pour qu'on voit bien la différence des deux, appui, etc., comme je vous disais tout à l'heure. Et après, je vais le laisser plus libre sur un shadow MMA et on va enchaîner une leçon derrière de 2-3 minutes pour voir un petit peu les spécificités. Et vous allez voir qu'il est beaucoup plus relâché. Enfin, vous allez voir le travail qui est complètement différent. Donc vas-y Guillaume, je te laisse t'exprimer. En Muay Thai. Ouais, là, tu vas me faire un petit shadow en Muay Thai. Donc vraiment en Muay, petit gant. Là, dis-toi, tu es au 1FC, tu vas faire un 3x3. Un 3x3 avec les petits gants et voilà. On voit bien son travail justement de staticité, middle, un petit peu sur place quand on fait les combinaisons, le coude, ça ressort. Ok, maintenant vas-y, c'est parti. Tu te lâches, petit shadow MMA. On voit immédiatement déjà le déplacement, il est différent. Il y a du changement de niveau, il y a du travail en bas, en haut, il y a plus de vélocité. On travaille sur des trajectoires plus rapides. Le travail, voilà, il est moins construit. On travaille beaucoup sur avant-arrière, beaucoup de direct, touché sans être touché, mais aussi sans être dans la capacité de se faire ramener en takedown. Là, il a fait beaucoup de mouvements. Vous avez vu, en même pas quelques secondes, il bouge beaucoup d'un endroit à un autre parce que ça évolue beaucoup en MMA, la trajectoire. Voilà. Très bien. Très bien, le petit jump knee aussi. Ok, time Guillaume. Donc là, ce qu'on a pu voir sur ce travail-là, c'était plus libre, plus fourni, et en plus, tu as plus bougé. Donc du coup, tu vois, ta gestion au niveau du shadow, c'est une gestion que tu devras débiter plus qu'en moi. En moi, c'était plus tranquille. Si je te dis de faire ça pendant 10 minutes en me racontant ta journée, etc., tu pourras. Là, sur du MMA, c'est compliqué. Et encore, s'il devait faire du sprawl, des attaques, des schémas comme ça, ouais. Mais là, je voulais vraiment qu'il reste sur le striking parce que c'est un peu le fruit de la vidéo d'aujourd'hui. C'est voir un peu la différence entre ces deux aspects de striking. On va partir à la leçon, Guillaume. Parti. Ok, allez, jab. Ouais. 1, 2, 3, très bien. Arrière. Vite. Jab. 2. Ouais, très bien. Jab, jab. Et bon, très bien. 2. Ouais. Et très bien. Change mon gars, très bien. Prends-moi ton bras, vas-y. Prends-moi ton bras pour prendre les informations. Très bien. Avec l'action en direct pareil. Très bien. Très bien. Vas-y. Toi, si tu veux travailler en lutte, mets-moi ce clinch, tu sais le faire. Vas-y. Oh, ouais. Magnifique. Super. Le genou m'a surpris, je ne l'ai même pas vu. Allez, 2. Ouais, très bien. Là.
2. Et bien. Très bien. Jab. Ouais. Au-dessus. Magnifique le high kick de la jambe avant. Good job. Très bien. 2. Boom. Magnifique l'overhead. Allez, jab. 2. Oui, bien change mon gars. Ouais. Très bien, dirige ta jambe. Boum. Super. Ok, allez. Bien joué. Good job. Là, si à l'occasion de refaire un retour sur la vidéo, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, mais moi j'ai été surpris, parce que tu m'as étonné sur ce que tu as fait, tu vois. Descends en bas, high kick, le overhead. Vous avez vu le overhead, ça c'est quelque chose, par exemple, on le voit pas trop en Muay Thai, on le voit pas. En MMA il est très spécifique le overhead, on le voit beaucoup. Souvent il met KO, souvent il connecte pour la lutte, mais en tout cas le overhead c'est une trajectoire qui existe. Et là vous avez pu voir que c'est complètement différent, il y a plus de distance. Là, Guillaume, il bouge beaucoup. Et encore, on est au lab, c'est petit. Mais si on est dans une cage et qu'on fait la leçon tous les deux, il va pouvoir gérer, il va me fatiguer. Moi, en tout cas, si je pars sur un aspect, tous les deux, on est en opposition. C'est-à-dire, moi, je suis en opposition avec Guillaume. Et d'ailleurs, on l'a déjà fait ensemble en plus. On a déjà fait des oppositions où on se fightait en sparring. Je vais rester debout avec Guillaume, parce qu'il y a un quota, moi, qui va me dire faut quand même que j'ai trouvé la solution debout. Mais clairement, j'essaye de t'amener au sol le plus vite possible. Son but sera toujours de rester debout et son but sera. Ouais. Même s'il veut kiffer, il kiffe en pied-point, mais si on était dans un vrai combat, il va m'amener au sol. Non, clairement pas, ça sera pas le game plan. Mon game plan, ça sera pas ça. Ça sera de l'endormir. En faisant croire que je vais rester dans un peu, que je vais lui offrir son KO du soir et tout, et travailler autre chose. C'est pour ça qu'on parlait de stratégie. Après, il doit forcément en avoir aussi en mot et de la stratégie aussi, quand quelqu'un est meilleur dans les poings, que les jambes, etc. Mais là, c'est une stratégie plus ouverte. Et encore une fois, ce qui est intéressant, lorsqu'on faisait nos oppositions, c'est que Guillaume, il n'hésite pas en fait. Là, je lui ai donné des directives parce que c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la leçon, etc. Et puis les réflexes ne reviennent pas forcément immédiatement. Mais dans une préparation de combat, imaginez ça, injecté tout le temps dans l'ADN, dans la mémoire musculaire toute la semaine, tout le temps du training camp. Et en dehors du training camp, Guillaume, il sait quoi faire et ça ressort le jour J. C'est-à-dire là sur la lutte, il est rentré sur des phases où tu as vu, moi j'ai pu l'attraper Antoine et lui j'ai pas pu l'attraper. Parce que clairement il m'a mis un genou immédiatement en bas du ventre, et vraiment, et ça m'a piqué. C'est-à-dire que je me suis dit hop, c'est un stop à ma lutte. C'est un stop que tu as mis à ma lutte là. Là soit je me jetais sur toi comme un désespéré, soit je disais ok je l'ai pris, il faut que je trouve une autre solution, j'accepte de l'avoir pris. Et pareil quand tu étais là, vous avez vu le balayage parfait en dessous du talon, comme ils disent les Américains en lutte, ankle pick. Tu l'as fait, je suis tombé, après derrière moi il n'y avait pas la suite, c'est pas grave, il n'y avait pas la suite, mais vous avez vu, encore une fois, l'Enak Muay, vous avez quelque chose de disponible pour le MMA. Voilà, et ben voilà, j'espère que la leçon, ça fait longtemps, mais j'espère que vous avez kiffé, et j'espère que vous avez kiffé aussi cette petite leçon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je veux vraiment remercier beaucoup mes deux amis d'aujourd'hui, Yas de nous avoir accueillis au MMA Secret Lab. Encore une fois, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube, il y a vraiment des choses très très intéressantes. Et Guillaume, d'avoir fait le cobaye avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas de m'avoir invité. On verra Guillaume prochainement sur la chaîne du mois parce qu'on va faire un zoom sur Guillaume Babouin prochainement. Ça fait longtemps qu'on doit faire cette vidéo, mais Guillaume il va nous raconter son parcours également. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. C'est vraiment très intéressant. J'ai toujours eu un attrait pour le sol et le MMA. C'est vrai que ça donne envie de s'y mettre. Ouais. Après, voilà, pour l'instant, moi, le Muay Thai, c'est vraiment ma passion. Pour l'instant, je me concentre vraiment là-dedans. Mais pourquoi pas pour le délire, un de ces quatre, avec plaisir. Se mettre un petit peu au MMA, venir avec toi, que tu continues à me montrer un petit peu des choses. Tu es le bienvenu et vous êtes les bienvenus. Et j'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée. Merci à toi, Antoine, d'être venu ici dans ma Secret Lab avec Guillaume. Et voilà, une vidéo qualitative et une analyse qualitative, c'est aussi avec vous qu'on l'a faite. Donc merci à vous deux et j'espère à très bientôt et allez voir le travail que je fais sur la chaîne MMA Secret Lab, beaucoup d'analyses. Je traite aussi des fois sur du pied-point parce que j'aime ça. Et ça me fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo avec vous deux. Et j'espère que très bientôt on aura l'occasion peut-être de faire d'autres choses, peut-être sur une préparation de combat, quelque chose. En tout cas, on aura peut-être des choses à te fournir et ça me ferait plaisir encore plus. Et en tout cas, voilà, merci à tous les deux. Merci, et merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et arrête d'attendre mon contrat. Hein. Merci.